Bonjour et bienvenue dans ce nouveau guide du ciel qui sera consacré à ce mois de juillet 2021. Cette fois-ci, je concentrerai les éphémérides observables du mois dans un seul épisode au lieu de deux, ce qui me laissera peut-être enfin le temps de sortir le premier épisode de ma prochaine série. Maintenant que le solstice d'été est passé, les journées ont déjà commencé à raccourcir avec le soleil qui se couchera de plus en plus tôt, de 21h50 à 21h25 au fil du mois. Mais le plus important, c'est que la durée de la nuit astronomique va considérablement augmenter. En effet, nous regagnerons 2 heures de nuit totale d'ici la fin du mois. Comme l'activité du Soleil est assez variable, il est très difficile de prévoir ses sursauts d'activité. Mais il y a de ça quelques jours, son activité s'est fortement intensifiée, avec l'apparition d'un nouveau gros groupe de tâches. Son graphique d'activité me laisserait même penser que ce phénomène pourra bien être le plus intense depuis le début de l'année. Comme toujours, je vous rappelle qu'il est très dangereux d'observer le Soleil dans un instrument sans filtre. Pour l'observer en toute sécurité, donc, munissez-vous obligatoirement d'un filtre solaire, ou alors utilisez une technique de projection. Au fil des mois, les phases de la Lune se décalent et maintenant le dernier quartier a lieu en tout début de mois. Nous profiterons donc de ce dernier quartier le jeudi 1er juillet et de la nouvelle lune du samedi 10 afin de reprendre nos observations du ciel profond. Profitez-en donc bien avant le retour du premier quartier du samedi 17 suivi de la pleine lune du samedi 24. En ce début juillet, toutes les planètes seront visibles mais il n'est pas évident de toutes les trouver, mais je suis là pour vous guider et on commence avec le plus facile, Vénus. Son atmosphère blanche, sa grande taille et sa proximité avec la Terre sont les 3 principales raisons pour lesquelles Vénus se trouve être l'astre le plus brillant de notre ciel, après la Lune et le Soleil bien sûr. Le soir, juste après le coucher du Soleil, plus personne ne pourra ignorer ce spot lumineux au-dessus de l'horizon ouest. Comme elle est encore très basse sur l'horizon, la courbure de l'atmosphère provoque une réfraction de sa lumière blanche, et c'est pourquoi vous observerez alors des bavures bleutées ou rougeâtres. Cependant, avec un bon instrument bien réglé, et entre 2 turbulences atmosphériques, vous discernerez peut-être sa phase gibbeuse décroissante. Soyez très attentifs à partir du mardi 12 juillet, car vous pourrez observer la conjonction entre Mars et Vénus, le tout couplé avec un beau rapprochement du fin croissant de Lune. Vous pourrez constater l'évolution de ce phénomène jusqu'au mercredi 13, là où les 2 planètes seront rapprochées d'un minimum de 28 minutes d'arc. Bon, par contre, contrairement à Vénus, Mars est devenue beaucoup plus petite et surtout beaucoup moins lumineuse. Cette conjonction sera donc pour vous probablement votre dernière chance de localiser la planète rouge dans le ciel, après quoi elle disparaîtra progressivement dans les lueurs du crépuscule d'ici la fin juillet. Passons maintenant aux planètes du matin, et on commence avec Mercure qui se lève à l'est juste avant le Soleil. Comme elle orbite très près et très rapidement autour du Soleil, sa fenêtre d'observation ne durera que jusqu'à la mi-juillet. Le moment idéal sera lors de son élongation maximum qui sera de 22 degrés le dimanche 4. Si vous avez la chance de pouvoir l'observer plusieurs fois jusqu'aux environs du 10 juillet, vous pourrez alors constater l'évolution de son premier quartier. Uranus et Neptune, que vous dire à leur sujet? Eh bien, bon, leur élongation au Soleil est maintenant largement suffisante pour les permettre d'être observables, mais comme elles évoluent toujours aussi lentement sur la voûte céleste, elles resteront toujours aussi difficiles à pointer car elles se trouvent toujours au milieu des étoiles les moins lumineuses des constellations du Verseau, du Poisson et du Bélier. Aux alentours d'1h du matin, Saturne se détache très nettement de l'horizon au sud-est, suivi de très près par Jupiter. Situé dans la constellation du Capricorne, son éclat à la nuance marron ne devrait pas vous poser de problème pour la pointer. Ces anneaux sont facilement discernables même dans une petite lunette, ce qui en fait toujours une cible de choix et très fascinante pour les débutants. Presque aussi brillante que Vénus, Jupiter se repère également très facilement du premier coup d'œil en début de nuit.
Ces 4 lunes galiléennes apparaîtront sans problème dans une paire de jumelles, mais pour ce qui est des détails de sa surface, il vous faudra impérativement un instrument capable de vous fournir un grossissement de qualité. Pour les habitués de ma chaîne, vous savez qu'il est maintenant temps de vous présenter les éphémérides de ces lunes. Comme il nous est maintenant possible d'en voir beaucoup plus qu'avant, je vous en ai fait un tableau récapitulatif pour tout le mois de juillet. Parmi les dates les plus intéressantes, il y aura le matin du mardi 6 où vous verrez Io se faire éclipser, avant de réapparaître 3 heures plus tard, avec également une réapparition de Europe entre-temps. Le matin du mardi 13, nous aurons les mêmes phénomènes, mais avec en plus le passage de l'ombre de Callisto. Les lundis 19 et 26, Io et Europe disparaîtront dans l'ombre de Jupiter à seulement quelques heures d'intervalle. Mais la nuit la plus chargée en événements, ce sera sûrement celle du 28 au 29 juillet, puisque nous aurons l'intégrale du passage de l'ombre de Europe, la réapparition de Ganymède, puis l'éclipse de Io, suivie de sa réapparition. La comète C2020 T2 Palomar poursuit son voyage dans notre système solaire interne, et sa magnitude semble s'être maintenue en dessous de 11. Son observation reste donc réservée aux plus gros télescopes, mais comme elle évolue actuellement quelque part sous l'étoile Arcturus de la constellation du Bouvier, son pointage devrait vous être grandement facilité. Lors de l'épisode précédent, je vous avais présenté les constellations du Sagittaire et du Scorpion, avec leurs nombreux amas d'étoiles. Eh bien, c'est le moment d'en profiter, puisque dès le début de la soirée, ces deux constellations se trouvent à leur hauteur les plus élevées au-dessus de l'horizon sud, mais elles redescendront rapidement d'ici la fin du mois. Nous sommes également dans une période propice à l'admiration de la Voie lactée. Il suffit d'attendre que la nuit soit suffisamment sombre pour voir apparaître ce voile blanchâtre traversant le ciel de part en part. En ce moment, très haut dans le ciel, vous remarquerez 3 étoiles très brillantes. Il s'agit là des étoiles Vega de la constellation de la Lyre, de Deneb de la constellation du Cygne et de Altaïr de la constellation de l'Aigle. Ensemble, elles forment ce que l'on appelle le triangle de l'été, et dans cette région du ciel, on trouve quelques objets intéressants à observer. Pour commencer, je vous présente, encore une fois, la nébuleuse de la Lyre M57. Même si elle ne brille que d'une magnitude 9, sa forme d'anneau reste assez nette pour être accessible aux débutants. D'autant plus qu'elle se trouve pile entre 2 étoiles remarquables de sa constellation. Entre la Lyre et la tête du Cygne se trouve M56, un petit amas globulaire. Plutôt compact, il ne sera pas difficile à trouver, mais il vous faudra un instrument de gros diamètre pour espérer résoudre un minimum de ces étoiles. Comme la constellation du Cygne est située en plein sur la Voie lactée, on y trouve de nombreux autres amas d'étoiles, et il vous suffira de promener votre télescope dans cette région pour les dénicher. Terminons avec une nébuleuse plus difficile, les dentelles du Cygne. Bien qu'elle soit plutôt lumineuse, elle est aussi très étalée, ce qui la rendra un peu plus difficile à déceler dans votre chercheur. Mais une fois que vous l'aurez trouvée, elle vous apparaîtra alors sous la forme d'un filament grisâtre allongé. Petit bonus avant de finir, les deltas aquarides. C'est le nom donné à la pluie d'étoiles filantes dont le foyer est localisé dans la constellation du Verseau. Son maximum aura lieu le 30 juillet avec une moyenne de 15 météores par heure, mais vous ne pourrez en profiter que si vous observez le ciel jusqu'au petit matin. Afin de vous aider à repérer tous ces objets dans le ciel, n'oubliez pas d'aller lire la description de ma vidéo. Vous y trouverez de nombreux liens utiles, notamment pour télécharger le logiciel Stellarium. Bon, comme je vous le disais en début d'épisode, il n'y aura pas de guide complémentaire pour ce mois-ci, et à bien y réfléchir, je pense que je vais finalement rester sur un rythme d'un seul guide par mois. Mais en attendant le prochain épisode, vous pourrez toujours me retrouver sur le logiciel Discord. J'y ai rejoint très récemment un tout nouveau groupe, la communauté Astro. Initiative de Christophe de la Chapelle, que nous pouvons donc saluer, tous les astronomes débutants comme confirmés seront invités à rejoindre cette communauté afin de partager nos nombreuses expériences. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, et surtout, merci beaucoup pour les 300 abonnés, ça me fait très plaisir.
Et sur ce, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.